Bonjour Jordan Puissant. Bonjour. Alors vous êtes candidat à la mairie de Castanet et vous êtes la tête de liste de Unis pour Castanet. On a déjà évoqué ensemble quelques points de votre programme, comme le déploiement de la vidéoprotection, l'éventualité d'embaucher des agents de police municipale supplémentaires. On a aussi évoqué la fiscalité. Alors vous me permettrez donc de renvoyer sur ces sujets les auditeurs à l'interview que nous avons réalisée ensemble et qui Tout à fait. figure sur notre site, mais aussi sur les plateformes de podcast. On l'évoquera un petit peu avec vous, mais on va essayer de voir d'autres propositions qui figurent sur les tracts que vous avez pu distribuer aux Castanéens et Castanéennes. Avant cela, Oui. j'aimerais quand même commencer à vous poser une petite question sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui et qui n'est pas si éloigné que ça de la campagne municipale. Il s'agit du meurtre de Quentin, qui est un militant d'ultra-droite qui protégeait de manière pacifique une manifestation de 7 jeunes filles appartenant à l'organisation féministe de droite Némésis contre la venue à l'IEP de Lyon de l'eurodéputé Rima Hassan. Ils ont été Mhm. attaqués, sans qu'il y ait de rixes d'ailleurs, par ce qui semble être des militants d'ultra-droite appartenant à la jeune garde, une milice antifasciste très liée à la France insoumise et dont D'extrême gauche. le d'extrême gauche, ouais, pardon. J'ai dit extrême droite, pardon. Et dont le fondateur est aujourd'hui député français fiché S, Raphaël Arnaud. C'est une nouvelle fois la preuve donc que le parti d'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon fait de moins en moins partie de l'arc républicain. Ça pose une question, c'est celle des alliances aujourd'hui que l'on peut voir, notamment à l'occasion de ces municipales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement et qu'est-ce que cela vous inspire très rapidement et après on passera à vos propositions. Ouais, très rapidement, je pense que, comme chaque personne, enfin en tout cas, je pense que chaque personne devrait se sentir impliquée de la même façon. C'est peinant de voir que des militants qui expriment leurs idées politiques puissent se retrouver à mourir pour ces idées. Euh, je pense que c'est un mauvais signal qui est envoyé à la démocratie en France, que c'est un sujet sur lequel chacun devrait être beaucoup plus concerné et qu'on devrait tous lutter contre la violence en politique. Pour ce qui concerne spécifiquement la question des alliances, euh, ce que je constate effectivement, c'est que beaucoup aujourd'hui s'allient avec la France insoumise, qui a peut-être parmi ses membres des personnes qui promeuvent la violence en politique. Je le regrette. C'est vrai que si je regarde sur Castanet, on m'explique, enfin en tout cas en lisant la presse, j'ai vu de l'ancien adjoint, Monsieur Chicot, que certains membres insoumis avaient y compris à Castanet des idées radicales, alors lesquelles en particulier je le laisse libre de nous dire lesquelles, mais en tout cas, je pense que il faut être très prudent sur ce genre de choses et faire en sorte que le débat politique, le débat démocratique puisse se faire dans de bonnes conditions. Très bien. Alors on va commencer tout de suite avec les propositions qui figurent sur vos tracts et vos projets structurants pour tous. On va parler d'éducation puisque parmi ces propositions, vous avez décidé de la rénovation des écoles et aussi le Oui, soutien à la création d'un lycée. Est-ce que vous pouvez tout à revenir fait. sur ces 2 points, s'il vous plaît? Oui, effectivement. Alors, sur ce qui concerne le volet école, on a actuellement donc quatre groupes scolaires. Certains sont dans des états un petit peu compliqués. Du fait tout simplement du passage du temps. Et puis voilà, on parle de groupes scolaires qui sont assez anciens. La majorité actuelle a fait le choix de plutôt privilégier la rénovation énergétique et la rénovation des cours extérieurs. Nous pensons qu'il faut un travail qui soit beaucoup plus large. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, et nous l'avons donc proposé sur ces deux tracts, de travailler sur une rénovation intégrale de deux groupes scolaires au cours de ce premier mandat, a priori plutôt Dolto et Danton, pour être tout à fait précis. Dolto parce qu'il y a des problèmes, notamment énergétiques, qui ne sont peut-être pas réglés par les travaux qui ont eu lieu, dont parce que on est sur en fait un assemblage de préfabriqués qui est assez ancien, pas forcément toujours très adapté aux usages modernes, et que pour améliorer la qualité d'accueil des enfants, tout simplement, il faut envisager d'avoir quelque chose de mieux. Et ça comprend des exigences écologiques, environnementales? Bien sûr, Mhm. bien sûr. Bien sûr que ça comprend des exigences environnementales et puis aussi c'est une question d'économie, tout simplement d'économie d'énergie que l'on peut faire sur ces espaces.
Donc voilà, déjà 2 groupes par souci Et, et budgétaire. Si on peut en faire davantage, on le fera. Et sur la question du lycée, j'étais assez surpris de voir que vous seriez favorable à l'arrivée d'un lycée à Castanet. Est-ce que Castanet a besoin d'un lycée? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire le soutien à un lycée? Parce que c'est pas le maire qui décide Tout à fait. de la présence d'un lycée sur sa commune. C'est la région et puis aussi l'éducation nationale. Mais Oui. euh, Alors en effet, c'est pas le maire qui décide de la création d'un lycée. En revanche, le maire peut être l'acteur d'impulsion de la création d'un lycée. Alors manifestement, ça n'a pas été le choix sur les 6 dernières années. Enfin, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Nous, il nous est paru assez évident que nous étions sur un bassin de vie qui s'était beaucoup développé. La population a pu croître beaucoup ces dernières années. D'ailleurs, Monsieur le maire l'a souvent rappelé. Donc on est aujourd'hui au centre d'un secteur qui a une nécessité. Pour les Castanéens, effectivement, ça nécessite de faire quand même un petit peu de déplacement pour pouvoir rejoindre les lycées les plus proches. Et c'est encore plus le cas pour ceux qui sont davantage dans le Lauragais. Donc nous estimions intéressant de pouvoir impulser ce projet, d'autant que, et en fait c'est ça la clé de notre intervention, c'est que généralement lorsque la région veut créer un lycée, elle compte sur la commune d'implantation pour créer les équipements sportifs qui vont avec. Eh bien nous sommes prêts justement à faire cette dépense d'investissement nécessaire, qui sera également tout utile à tout le reste de la ville, en créant les équipements sportifs qui accompagnent la création d'un lycée. Voilà pourquoi nous impulsons cette création-là, après à voir si la région nous suivra. Mais en tout cas, nous mettons en avant ce que nous sommes prêts à faire pour ça. est-ce que vous ne craignez pas, en faisant cela, justement, d'attirer encore plus de gens à Castanet? On sait très bien que Castanet a connu une très forte démographie ces dernières années. Est-ce que en créant un lycée, ça ne crée pas une attraction encore plus grande et encore plus favorable à la commune? Bon, je pense pas. Déjà, les réserves foncières de Castanet sont limitées, hein. Il y a eu un certain nombre de constructions sur les 20 dernières années. Aujourd'hui, les emprises foncières disponibles, on l'a déjà déclaré, elles seront pas destinées en priorité à la construction de nouveaux logements, hein, qu'ils soient collectifs ou individuels. On s'est plutôt positionné sur un lycée, sur des équipements sportifs, sur un établissement médicalisé pour seniors. Donc il n'y a pas de projet tel qu'il y a pu y avoir il y a quelques années, enfin en tout cas avant ce mandat, de création d'une grande zone résidentielle sur le secteur de la maladie ou de Drabody. Donc en tout D'accord. état de cause, oui c'est un établissement qui est attractif, qui sera intéressant je pense pour toutes les communes également qui sont autour de Castanet, mais pour autant il n'y a pas d'appel d'air de population derrière ça, il n'y aura pas une reprise des constructions à tout va. D'accord. Vous l'avez évoqué à l'instant, c'est une politique en direction des seniors, ceux qui ont besoin, ceux qui ne sont plus autonomes, et puis ceux aussi qui, en dehors de la question médicale, auraient aussi comment dire, l'opportunité d'avoir un lieu qui leur est destiné. Expliquez-nous un petit peu la politique que vous voulez mettre en œuvre autour des seniors. Alors, il y a déjà un fait, et nous on est parti de ce fait, la population en France vieillit. Castanet ne va pas échapper également à cette situation. Ce que nous on regrette sur notre commune, c'est que vient un certain moment, pour les seniors, la nécessité de quitter la ville, parce que il n'y a pas nécessairement l'équipement qui est adapté pour les recevoir. Alors, tant en termes d'établissement de santé, mais ça encore, j'ai envie de dire, on a quand même des médecins, Oui, mais, j'allais vous le dire, ouais, il y a quand même une offre mais médicale à il y a une offre Castanet. médicale qui devrait être développée sur certaines spécialités. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mmh. En revanche, il n'y a pas d'établissement médicalisé d'accueil pour les seniors. On a aujourd'hui une résidence d'autonomie qu'on pourrait d'ailleurs développer, mais il n'y a pas d'équipement type EHPAD sur Castanet. Sur certaines communes autour, mais je sais que les places sont chères, sont dures à obtenir, et donc il nous semble opportun maintenant de privilégier l'installation d'un tel équipement également sur Castanet. Et on a déjà commencé à travailler avec nos colistiers et nous avons des pistes. D'accord. Et la maison de santé pluriprofessionnelle, ça aussi, c'est une volonté d'élargir l'offre médicale qui, encore une fois, est quand même assez importante à Castanet.
Oui, alors assez importante, mais sur certaines spécialités, malheureusement, des délais d'attente qui sont extrêmement importants, ce qui oblige aussi les Castanéens à devoir se déplacer sur Toulouse ou dans la banlieue toulousaine pour pouvoir trouver des rendez-vous médicaux dans les spécialités qu'ils recherchent. Fort heureusement, les communes, elles ont quelques outils qui leur permettent d'attirer des professionnels hein, à travers des mises à la disposition de locaux, des subventions. Enfin, il y a plusieurs solutions qui existent. Donc nous souhaiterions pouvoir étudier cette possibilité également sur Castanet. D'accord. Alors, on va parler de l'urbanisme. On l'avait évoqué ensemble la Oui, dernière fois. Notamment, vous voulez revenir sur le PLU et plus particulièrement sur les 85% de logements sociaux oui. dans ces nouveaux projets. Pourquoi déjà? Et est-ce que vous avez quand même le souci de la mixité sociale évidemment dans le respect de la loi SRU? Bien sûr, aujourd'hui malheureusement nous ne respectons pas la loi SRU, donc évidemment qu'il y a une nécessité de construire du logement social. La problématique ne repose pas tant sur le logement social stricto sensu. C'est pas parce que c'est du logement social que c'est un problème. La difficulté que l'on a, c'est que nous, on doit s'assurer, en tant que pouvoir public, qu'il y ait une mixité dans l'ensemble des quartiers dans lesquels on construit. Le logement social induit souvent des coûts supérieurs pour les collectivités parce que il y a un accompagnement plus important que l'on se doit de mener vis-à-vis des populations qui logent dans le logement social parce que forcément bah, il y a tout un tas de dépenses publiques qui sont également induites avec l'arrivée de ces populations qui, je le rappelle donc, étant en logement social, euh, contractent donc avec des bailleurs sociaux qui, quelques années en tout cas après la construction des logements, ne sont pas redevables de taxes foncières parce qu'il existe des exonérations particulières. Donc si vous voulez, on a d'un côté plus de dépenses et de l'autre moins de ressources. Donc ça ne nous permet pas à nous en tant que collectivité d'assurer un accueil qui soit qualitatif parce que c'est ça le but, c'est avoir un accueil qui soit qualitatif pour tous. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire du zéro social, bien au contraire, il faut du social, il faut respecter la loi SRU. Pour autant, il faut qu'on revienne sur des proportions qui soient plus convenables et qui permettent d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Alors je ne peux pas encore exactement vous dire précisément la proportion que l'on adoptera. En tout cas, on fera une mixité qui est plus mixte. D'accord. On va parler transport là aussi rapidement. Il y a plusieurs propositions puisque vous voulez une desserte en transport du quartier Rabaudy jusqu'au terminus de la Maladie et vous voulez également une déviation de la RD 813 de Péchabou vers la zone de Zvic et aussi une connexion autoroutière pour relier la Beige-la Cadène. Là aussi, ce sont là pour le coup des vrais projets très très structurants pour la Ouais. pour la commune. Pourquoi lancer tous ces travaux sur un mandat, Alors, pardon. il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la question de la desserte, effectivement, et l'autre question sur la connexion autoroutière, qui sont deux sujets qu'on prendra de façon très différente. Sur la première question, euh, le fait est que le métro va arriver, donc en terminus. Ça va nécessairement déporter un certain nombre de flux de circulation vers ce terminus-là, parce qu'un certain nombre de personnes n'iront plus nécessairement à Ramonville pour prendre le métro, mais le prendront plutôt à la Beige-la-Cadène. Aujourd'hui, bah, tous les Castanéens le savent bien, il n'y a qu'une route qui permet de le faire. Cette route est déjà très largement engorgée et donc l'arrivée du métro devrait pas du tout arranger les choses. Et puis il y a un autre problème, c'est que cette route est déjà engorgée en tant que telle, alors même qu'il n'y a pas de transport en commun qui y passe. Demain, il y aura forcément une révision des plans de circulation qui va s'opérer avec TCO pour pouvoir relier donc Castanet à la Cadène. Où est-ce que vont passer les bus? C'est la raison pour laquelle nous, sur cet axe structurant qui en fait fera jusqu'à le secteur de la maladie, si vous voulez, on sera, je pense, sur une coupe un petit peu transversante. Il va falloir que l'on pense au développement de voies en site propre pour les bus, qui pose donc la question de ben, où est-ce qu'on pourrait mettre de telles voies, quel serait le trajet qui serait le plus intéressant pour ces bus-là. Et puis, ça va poser la question donc en tant que tel des quartiers qui sont desservis. Donc nous, on souhaite déjà travailler sur les axes pénétrants sur Castanet, donc c'est-à-dire si vous voulez
le rond-point de la Beige et le rond-point du Lidl de Castanet, pour être tout à fait précis, hein, donc sur la route de la Beige, qui est un axe aujourd'hui extrêmement roulant et qui va donc nécessiter à devoir être repensé pour pouvoir accueillir des transports en commun et également du cycle. Et puis ensuite, il y a donc la circulation en tant que telle sur la ville. La déviation, je pense, nous permettra un petit peu de libérer le secteur de l'hypercentre, hein, enfin, l'hypercentre actuel de Castanet, et donc de déporter des flux de circulation qui proviennent de Pêchabou vers des axes circulants autres que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Le but étant tout simplement de simplifier un petit peu la circulation et puis en même temps d'anticiper l'arrivée du métro. D'accord. Donc ça, c'était ce premier volet. Après, vous voulez Ouais, peut-être que je vous allez-y. parle de la connexion autoroutière. Oui, 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 très Donc, rapidement. pareil, très rapidement. Ça, c'est un sujet donc de toute façon qu'on ne pourra pas faire seul, puisqu'évidemment, c'est un sujet qui se fait en coopération, notamment avec l'État. En tout cas, nous voulons être force de proposition parce que aujourd'hui, les débats sur les connexions autoroutières sont assez réguliers autour de Toulouse parce qu'il y a de véritables nécessités. Il y a aussi, je pense, une nécessité pour ce qui concerne le bassin. Là, on est sur une population qui est très nombreuse. Tout le monde sait très bien que la route départementale qui aujourd'hui est à Beige et qui va vers Castanet est une route qui est complètement submergée sur les heures de pointe, que ce soit le matin ou le soir. Donc repenser la circulation de façon plus globale, y compris par une sortie d'autoroute qui aurait une cohérence avec le pôle multimodal de la Beige-la-Cadenne, ça pourrait être un projet intéressant et nous souhaiterions le porter auprès du SICOVAL et auprès de l'État. D'accord. Deux dernières questions. Est-ce que l'écologie est l'un des piliers de votre programme? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit une thématique que vous mettiez en avant. Est-ce que je me trompe? Et est-ce que c'est pas ce qui fait votre différence aussi avec notamment le maire sortant? Alors, oui, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Non, j'ai le droit aussi, hein, moi. Non, alors effectivement, on n'a peut-être pas d'intitulé écologie, mais ça ne veut Mm. pas dire que on ne prend pas en compte l'écologie comme tout autre sujet. L'écologie est un sujet transversal, donc c'est un sujet qui est présent partout. Et donc, que ce soit autant sur la question de l'urbanisme que la question de la circulation, en réalité, de l'écologie, on en parle. Alors évidemment, on n'en fait pas un avant en disant, regardez, notre projet, c'est uniquement l'écologie. Non, notre projet, c'est un projet humain, c'est un projet pour répondre aux besoins des habitants. Mais évidemment qu'il y a des paramètres écologiques. Évidemment qu'il y a des paramètres écologiques à partir du moment où nous, on va lutter pour avoir un logement social qualitatif. On va lutter pour avoir un PLU qui garantisse l'existence de logements qualitatifs et de logements qui, de point de vue énergétique, correspondent aux normes. On va lutter pour faire en sorte de développer les axes structurants pour les transports en commun et pour les cycles, justement pour avoir des alternatives intéressantes à la voiture. Donc c'est-à-dire non pas chasser la voiture, mais favoriser les transports en commun qui nous puissent permettre aussi de lutter sur ce plan-là. En fait, c'est partout. On a aussi proposé dans notre dernière communication la création d'un nouveau parc public. Donc, si vous voulez, on est sur des sujets qui, nous, sont peut-être pas estampillés écologie, mais qui pour autant font tout à fait partie de la thématique environnementale que nous portons. Et la démocratie participative, elle fait également partie des sujets que vous souhaitez maintenir. On sait très bien que la majorité sortante a beaucoup investi cette démocratie participative. Est-ce que ça vous semble intéressant? Ce que je constate, en tout cas, en ayant regardé l'interview de Monsieur le maire et de Madame Kloptosser, c'est que la forme qui a été adoptée de démocratie participative sur ce mandat n'a pas fonctionné. Et ils le reconnaissent eux-mêmes, la participation n'a pas été très importante. Je pense en grande partie, parce qu'en fait il y a deux sujets qui ont été ignorés. D'une part, la question de la visibilité. On a aujourd'hui tout un tas d'instances de démocratie participative, c'est pas très clair, c'est pas lisible, donc c'est pas forcément très attirant. Et puis d'autre part, parce que il y a tout un tas de personnes qui en fait n'ont pas le temps d'être dans une posture active et donc de participer à tout un tas de réunions de démocratie participative pour aboutir
parfois à des propositions, mais en réalité très souvent pour avaliser ce qui a déjà été fait par les élus. Donc c'est pas vraiment de la démocratie participative. Nous, on a deux axes. On veut une instance unique de démocratie participative, mais qui soit plutôt fondée autour des associations. Donc c'est-à-dire que l'association devienne l'intermédiaire un petit peu entre le citoyen et la politique municipale. On a interrogé beaucoup d'associations en ce sens-là. On pense pouvoir faire quelque chose qui soit bien structuré et qui donc puisse répondre finalement à cet enjeu d'avoir des personnes qui sont là du début à la fin du mandat. Et puis après, il y a un second volet, mais qui dépasse même le cadre de la démocratie participative, c'est comment faire en sorte de parler à tout le monde. Ben, il faut aller voir les gens. Et je pense que c'est le plus important, c'est aller à la rencontre des habitants de Castanet les interroger au fur et à mesure sur des sujets qui vont les concerner directement, qui vont concerner leur quartier ou qui vont concerner la ville. Et c'est sûr que c'est pas une posture passive et donc d'attendre que les habitants viennent vers nous, c'est une posture active, c'est-à-dire aller à la rencontre des personnes et leur demander donc directement ce qu'ils en pensent. Ça nécessite plus de travail, mais je pense que en fait c'est la clé. D'accord. Alors tout ça, c'est, avec une fiscalité, particulière. Est-ce que puisque lors des dernières fois on s'était vu, vous envisagiez éventuellement la baisse peut-être de la taxe foncière si Oui, je me trompe pas. Est-ce qu'on peut réaliser tout ce que vous avez envisagé avec une baisse de la taxe foncière? Et bien sûr. avec le bilan, budgétaire que vous allez évidemment retrouver, si jamais vous êtes élu? Bien sûr. Alors, on constatera l'étendue du bilan budgétaire de l'actuelle majorité de toute façon après l'élection. En l'état de nos constatations, nous, on a déjà donc budgétisé nos investissements, donc on sait qu'ils sont réalisables, et encore, on les a budgétisés sans tenir compte des éventuelles subventions que l'on peut obtenir de par le département, de par la région, de par l'État ou de par d'autres organismes. Donc, on sait en termes purement budgétaires que nos investissements sont tout à fait réalisables. Pour ce qui concerne la baisse des impôts, moi je l'ai dit, de toute façon dès le début j'étais très transparent, bien sûr que nous baisserons les impôts, nous le ferons de façon progressive, hein, parce que l'idée n'est pas non plus de complètement déstabiliser le budget fonctionnement de la municipalité, mais nous nous y sommes engagés, il y a des pistes de réflexion sur lesquelles nous devons nous investir pour également diminuer parallèlement la dépense. Je pense, mais je crois qu'on en avait d'ailleurs parlé la dernière fois que nous avions pu échanger en interview, que nous sommes à un moment de l'histoire où les gens, où les habitants souhaitent que les pouvoirs publics se saisissent des enjeux budgétaires et fassent également des efforts. Ben, c'est à nous de trouver les moyens de faire ces efforts, euh, ce qui nous permettra donc de baisser euh, de façon corrélative l'imposition. D'accord, très, très bien. J'avais une autre question à vous poser, mais parce il faudrait peut-être avoir du temps pour la développer, mais je sais que Castanet comme Ramonville ont signé la charte et sont adhérents de l'ANVITA, qui est l'Association nationale des villes et territoires accueillants, autour de la question de l'immigration et de la façon dont on les accueille. Ce sont des choses qui sont faites parfois sans qu'on en parle vraiment, sans que les citoyens d'ailleurs y soient associés. Elles sont rares, hein, les villes qui sont dans cette association. Il y en a 80 en France, et les deux seuls qui se trouvent à Toulouse et dans le Sicoval en particulier, c'est Ramonville et Castanet. Qu'est-ce que vous pensez de cette appartenance à cette association-là, et est-ce que vous en sortiriez éventuellement si vous êtes élu? Je pense que vous l'avez bien compris, nous, la question de l'accueil est une question qui est importante pour nous. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir des personnes qui puissent venir s'installer en ville et le faire dans de bonnes conditions. D'où tous les sujets que l'on développe. Euh, on s'est positionné, enfin en tout cas moi en tant qu'élu minoritaire pendant 6 ans, sur la question des adhésions à des organismes euh, publics ou privés, y compris notamment des associations. Nous sommes très réservés sur ces adhésions qui bien souvent ne démontrent pas forcément un intérêt particulier pour la ville. Donc au-delà du sujet sur lequel évidemment nous sommes très sensibles et évidemment très, très sensibilisés, la question des adhésions aux associations, je pense, sera réglée au cas par cas si nous sommes élus, afin de ramener un petit peu de justice et de lisibilité sur tout ce qui a été fait ces dernières années.
D'accord. Comment vous sentez la campagne? Là, on est à quelques semaines hein, 4 semaines du premier premier tour. tour. Ouais. Comment est-ce que vous êtes satisfait de cette campagne et comment vous sentez dans cette campagne? Alors, Vous avez rencontré quand même pas mal de Castanéens maintenant et Castanéennes. oui, ça fait maintenant plus de 6 mois que nous faisons du porte-à-porte. Là, depuis maintenant 2 mois, nous sommes passés sur un porte-à-porte quotidien. Donc, tous les jours, nous allons à la rencontre des habitants, nous allons à la rencontre des associations. Donc, évidemment, nous rencontrons beaucoup de monde. Les retours sont très positifs. Euh, Après, on est aussi sur un débat démocratique. Donc voilà, j'imagine bien évidemment que nos adversaires feront également des voix. Et j'attends sur ce sujet que la majorité actuelle et la majorité bis qui s'est également lancée dans la course présentent leur programme. Parce que pour l'instant, nous avons publié déjà 3 parties de notre programme. Nous allons diffuser cette semaine ou la semaine suivante notre fascicule général contenant l'ensemble de nos propositions, enfin l'ensemble, en réalité la moitié, l'autre moitié sera mise sur le site internet. Et pendant ce temps-là, nous n'avons pas une seule proposition concrète en face. Pas une. Euh, donc, en dehors des déclarations d'intention, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de pouvoir débattre concrètement. Nous avions envisagé d'ailleurs il y a quelques semaines de proposer un débat public entre les différentes têtes de liste, mais en l'état, je ne vois même pas sur quoi débattre, puisque je ne connais pas Mhm. du tout l'état du programme, que ce soit de Madame Kloptosser ou de Monsieur Chicot. Donc voilà, nous sommes dans l'attente pour pouvoir débattre au fond. Après, dans l'ensemble, je pense que nous travaillons tous sur nos sujets de façon constructive, donc ça se passe bien et j'ai pas de reproches à faire à quiconque.